C'est toujours pareil. Les vieilles pierres, on se dit que c'est joli, c'est pittoresque, ça climatise. Et puis ça donne un petit cachet, ça fait... C'est pas comme ces maisons carrées, un peu basées sur Ikea, c'est... Il y a quelque chose, c'est original. Et puis il arrive un jour où il commence à y avoir des traces, des bruits, une silhouette qui se dessine sur la vieille pierre. Et alors là, on réalise qu'on n'est pas si original que ça finalement, que ces vieilles pierres, d'autres ont eu l'idée de les prendre avant nous, et que dans l'immobilier, malheureusement, comme ici au conclave du Palais des Papes, d'autres gens sont venus avant nous, et ils aiment pas trop qu'on les dérange. Bienvenue! Bienvenue au conclave du Palais des Papes pour cette première édition des Nouilles Rampantes IRL. Une édition spéciale puisqu'on n'est pas dans n'importe quel, endroit, bien évidemment. Le conclave, c'est quand même un endroit majestueux. Alors vous allez entendre plusieurs histoires, mais évidemment, je ne suis pas seul. Pour ces Nouilles Rampantes, hors ligne, pas en live, mais enregistré. Et vu la personne derrière, ce sera peut-être de meilleure qualité qu'on n'aura jamais eu. J'ai le plaisir, j'ai le privilège d'accueillir des voix sublimes pour vous. La première, c'est celle dont la voix charme les morts avant de vérifier que leur contrat de décès soit bien en cohérence totale avec la justice. C'est Clara! Son chat n'est pas des nôtres ce soir, ce qui veut dire que les meubles du Palais des Papes sont soulagés. C'est Chéri Crime! C'est le lauréat indétrôné de la médaille des voix d'outre-tombe. Si vous voulez hanter vos maisons, vous pouvez le louer pendant 48 heures à des tarifs abordables. Un code promo sera lâché à la fin du live. C'est Boulet! Alors, pour cette édition, nous avons encore une fois l'honneur et le privilège d'accueillir des gens dont on apprécie beaucoup le travail et dont les voix vont nous accompagner pendant toute cette heure et demie. La première, c'est celui qui est tombé sur notre feu de camp il y a 2 mois. Depuis, il s'est jamais barré. La légende dit qu'on lui a jeté un sort. François Descraques. Elle regarde les dieux grecs droit dans les yeux pour leur dire de ranger leur pipou. Alors si vous croyez qu'un esprit frappeur va commencer à la faire flipper, c'est Manon Bril. Et enfin, vous pensez que survivre un soir dans une maison hantée, c'est vraiment une preuve de courage, voire impossible. Essayez de passer des années à Brest. Rivenzi. Bon, Boulet, un petit mot quand même, d'abord, pour commencer, parce que c'est un bonheur d'être... C'est ton premier. C'est mon premier Frames. On est tellement content d'être là, ça nous fait très plaisir. On avait parié sur une salle vide, on va pas vous mentir. On s'était dit, ils vont peut-être venir à la limite pour rester pour le Floodcast après, tu sais, on était Jeanne et Serge, et eux, c'était Dragon Ball, quoi. Et il fallait passer à travers. Et en fait, on vous voit tous là, on vous devine tous là, et ça fait très plaisir. Et vous êtes très beau. C'est vrai. C'est très très vrai. Bien, donc avant de commencer, quand on est arrivé ici pour Avignon, quand on a commencé à préparer Frames, on a rassemblé plusieurs témoignages. On a commencé à chercher. Chéri Crime surtout a vraiment beaucoup, on va attribuer le boulot quand même. On s'est dit que ça serait bien de travailler un peu cette émission pour changer, et du coup on a commencé à creuser des témoignages. Et on pensait que vraiment Avignon, le Palais des Papes, c'était très institutionnel. On est tombé sur beaucoup d'histoires, et certaines histoires
vous allez voir, vous, avoir des points, quelques points communs. Avant toute chose, vous êtes ici aux Nouilles Rampantes, donc les témoignages qu'on va évoquer, qu'on va vous raconter, qu'on va dialoguer, vont contenir du gore, des scènes de meurtre. Il va être question par endroits de satanisme. Voilà, je préfère prévenir juste que vous soyez, que vous le sachiez. Est-ce que tu veux compléter ? C'est notre petit content warning du début. Donc voilà, si vous êtes dérangé par les descriptions très graphiques de meurtres, etc., il peut y avoir des moments dérangeants dans nos récits. Et si vous êtes dérangé par les histoires de meurtres très graphiques, qu'est-ce que vous faites là ? Il pleut. On vient de le dire, ils attendent le podcast. Bien, est-ce qu'on commencerait pas directement par la première histoire ? Moi, je suis prêt. Moi aussi. J'ai pris un petit jingle. Tu as fait un petit jingle ? Oui, je sais, mais tu sais, j'ai ça. Allons-y. Non, il sait pas, lui. Le Voilà, c'est le son professionnalisme. pour le marquer. Donc vous me dites quand vous êtes prêts. On est prêt. Comment s'appelle l'histoire, chérie Crime ? On a dit qu'on ne le disait pas, mais elle s'appelle Marie-Cécile. En 1986, lorsque les archives municipales d'Avignon ont été déplacées à l'ancien mont de piété de la ville, des boîtes de vieux documents oubliés ont été mises à jour. Parmi eux, le journal intime d'une dénommée Marie-Cécile Duez. Extrait du journal intime daté du 5 novembre 1857. Je n'aime pas aller chez mon grand-père paternel. Je n'ai jamais aimé y aller. Déjà, j'ai l'interdiction de l'appeler grand-père ou pépé. Je dois dire monsieur. Et quand mes autres grands-parents me bercent, jouent avec moi et me donnent des biscuits, chez monsieur, je dois rester silencieuse, immobile et surtout ne rien toucher. Ce qui est difficile, vu que sa grande maison est remplie d'objets et d'images fantastiques et effrayantes à la fois. Il y a une gravure en particulier qui m'a toujours impressionnée, un animal impossible qui me regarde d'un air menaçant chaque fois que je suis assise dans le grand canapé de velours, essayant de me faire la plus petite possible pour ne pas faire subir à ma mère une remarque cinglante sur ma mauvaise éducation. Et puis, il y a cette odeur qui me lève toujours un peu le cœur, un mélange d'encens d'église, de transpiration et de cigares froids. Et puis en toute honnêteté, je crois bien que monsieur me déteste. Quand on étudiait la mythologie grecque, mon prescripteur m'a enseigné l'existence de la chimère. Et pendant le souper de ce soir, où monsieur était invité, ma mère et moi discutions d'animaux chimériques. Je repensais alors soudain à cette gravure dans le salon de mon grand-père et dis « Bah, comme les serpents avec des cornes, ça n'existe pas ». Il y eut un silence que je n'ai pas compris parmi les adultes. Puis ma mère a répondu, les yeux fixés sur son assiette. « Oui, comme les serpents avec des cornes ». Monsieur s'est alors levé et a quitté la pièce en claquant la porte. Extrait du journal intime de Marie-Cécile Duez, daté du 12 janvier 1858. Daphné, qu'on surnomme affectueusement notre doux tyran, avait vu ses parents organiser une séance il y a quelques semaines. Sa mère avait dit que toutes les grandes maisons en organisaient, elle avait alors décidé qu'on allait jouer à ça ce soir. Et comme à chaque fois que Daphné avait une idée en tête, nous nous sommes toutes laissées convaincre. Dans le petit salon, elle nous disposa autour d'un grand guéridon, ferma les lourds rideaux et déclara qu'on devait appeler des morts. On appela Gribouille, le chien d'Ophélie renversé par un coche il y a 1 an, mais rien ne se passa. On appela Souris, la souris qu'Héloïse avait vue sa cuisinière tuer d'un coup de balai, mais rien ne se passa. On s'est dit que ça ne devait peut-être pas fonctionner avec les chiens et les souris. Mais le souci, c'est que des personnes mortes, on n'en connaissait pas vraiment. Alors, Daphné trouva drôle d'appeler le diable. J'étais pas d'accord, mais elle me rabroie et me mit au défi de partir si j'avais trop peur. Alors, je baissai les yeux. Nous avions nos mains posées à plat sur le plateau du guéridon. Daphné commença à réciter des mots que je ne saisissais pas et je crois qu'elle non plus. Puis, elle appela le diable. Sous tous les noms qu'elle avait entendus à l'église. Le malin, Belzébuth, Satan, le cornu, quand elle fut interrompue par un bruit sourd. Quelque chose était tombé à ma gauche. Puis il y eut comme un bruit de hoquette surprise suivi d'un second bruit de chute. J'ouvrais mes yeux.
La pénombre était profonde, mais j'aperçus une forme pourpre qui se déplaçait en glissant à la vitesse de la lumière, autour du guéridon, faisant tomber mes camarades, une par une. Soudain, la forme s'immobilise devant moi. Sous une lourde capuche, en velours pourpre, 2 yeux jaunes, fendus comme ceux des chats, me fixent. Sa respiration haletante détonnant dans le silence oppressant de la pièce. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne? Pourquoi mes amis ne se relèvent pas? Impossible de détacher mes yeux de ce regard jaune qui se rapproche de moi. Et son odeur me lève le cœur. J'aperçois soudain un reflet argenté près de mon visage, un reflet menaçant qui me glace le sang, un couteau. L'homme à la capuche a un couteau. Pourquoi mes amis ne se relèvent pas? Je suis tétanisée, le cœur au bord des lèvres. Cette odeur horrible, mais familière. Ça n'a aucun sens. Je chuchote malgré moi. Monsieur ? Il y a eu un sursaut dans son regard, j'en suis certaine. Il rapproche encore son visage du mien, je sens son souffle nauséabond. Un reflet sur la lame de son couteau déchire à nouveau l'obscurité. Je vais mourir maintenant. Je le sais. Je ferme les yeux. Rien. Rien ne se passe. Au bout de secondes longues comme des heures, je me force douloureusement à rouvrir les yeux. Il n'est plus là. Juste un silence lourd, une obscurité aveuglante et un horrible mélange d'odeurs, d'encens d'église, de transpiration, de cigares froids et de sang. Je me souviens plus de ce qui s'est passé les semaines qui ont suivi cet instant. C'est un mélange flou de docteurs, policiers et journalistes. Tout ce dont je me rappelle, c'est que personne ne m'a cru. Dans le carnet de Marie-Cécile Duez, il y a plusieurs croquis du couteau qu'elle a aperçu ce soir-là. Un manche avec des détails argentés et des pierres colorées. On y trouve aussi des coupures de journaux collés. Certaines sont devenues illisibles à cause de l'humidité et du temps, mais on peut y déchiffrer les titres suivants. Drame pendant une séance de spiritisme. 8 jeunes femmes tuées, une survivante. L'affaire de la séance sanglante. La police soupçonne la jeune femme survivante d'avoir égorgé ses 8 camarades. Marie-Cécile Duez, 17 ans, condamnée pour le meurtre de 8 personnes, finira ses jours dans l'asile public de Mondevergue. Bien sûr, c'est des histoires qu'on va à la fin débriefer. Si vous connaissez les nouilles rampantes, vous savez qu'on fait un debunk après, dans lequel on verra le degré de véracité de ces histoires. J'en profite pour vous dire que cet épisode n'est pas en live sur Twitch, mais que si vous voulez filmer des moments et nous les envoyer après via un WeTransfer qu'on vous communiquera, n'hésitez pas à le faire, on prendra ça. Et si jamais une personne autour de la table a l'énergie pour le faire, déjà que les podcasts sont toujours à l'heure, on pourra faire un montage avec vos bouts de film, un peu en mode found footage. Et le podcast, qui je rappelle, sera d'excellente qualité puisque ce n'est pas nous-mêmes qui le captons. Donc autant dire que ça devrait être, d'un point de vue sensoriel, déjà le mieux du mieux. Je propose de passer à l'histoire suivante. Donc vous vouliez rajouter des choses? Alors j'ai plus de micro, mais on va passer à l'histoire suivante. Je pense, Thomas, il faut qu'on enchaîne. On enchaîne. L'histoire suivante s'intitule Asphalte. Avignon est plus connu pour son architecture que pour son apport à la scène musicale. Bien sûr, il y a eu des groupes ou des chanteurs qui ont percé, mais ça n'est jamais vraiment allé au-delà. Alors, il y a plein de raisons, mais l'une d'entre elles se trouve au 13 rue des Horlogers. J'ai changé le nom de la rue pour pas que vous ayez envie d'y aller après. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un endroit qui est pas loin d'ici, et j'ai repéré des gens parmi vous qui étaient allés dans un bar à côté, pas plus tard que ce hier soir. L'endroit en question est aujourd'hui un théâtre. Mais il y a quelques années, c'était un studio d'enregistrement. Un studio d'enregistrement qui accueillait des groupes, notamment des groupes amateurs. C'était un notable d'Avignon, enfin un fils de notable, un certain JF, qui, très porté sur le monde de la nuit, avait hérité d'une petite fortune
et investi dans des bars et dans un studio de musique. Un jeune requin, à l'époque à peine la trentaine, et une vraie envie de faire du rock. Et dans le studio, un jour, se présente un jeune groupe. Ce jeune groupe s'appelle Asphalt. Il répète pendant de longues et longues sessions, et vient le jour de l'enregistrement. Pour être sûr de ne rien rater, JF a demandé de faire tourner plusieurs bandes, les prises, mais aussi la vie du studio, très inspiré par ce qu'ont pu faire notamment les Beatles comme expérience auparavant. Il s'est dit que ça pourrait être drôle d'avoir tout ce qui se passe en dehors des prises, et peut-être pourquoi pas s'en servir comme des samples à certains moments. Je vous raconte la fin directement. L'enregistrement capote, Asphalt ne sort jamais d'album, et JF frôle le procès. Moins de 2 semaines après cet enregistrement, le studio a définitivement fermé. Nous n'avons réussi néanmoins à nous procurer les bandes. Nous ne pouvons pas dévoiler les vraies voix, mais voici une retranscription du document. L'échange commence entre le guitariste, le chanteur, la batteuse et l'ingénieur du son. Ok, on va la refaire. Encore? Ça fait 10 fois qu'on l'a refait. C'est toi qui allais pas là. Vous êtes trop loin du micro ou trop près, je sais pas. Enfin bon, il me fait un truc au vumètre, mais promis c'est la dernière. Après on écoute et on avise, j'ai peut-être un réglage à changer. Ok, donc c'est carrément l'installation qui merde. Donc ça fait des semaines qu'on vient et c'est toujours pas calé. Alors déjà tu vas pas le prendre sur ce ton. Ensuite, je sais pas, j'ai touché à rien et hier quand on a fait les réglages c'était nickel. Je pense que ça vient de vos instruments en fait. Tu veux pas faire les réglages plus tôt et après on voit? Ouais non, allez, prenez l'intro jusqu'à l'entrée de la voix, je regarde si le signal fait toujours n'importe quoi. Mais comment ça, n'importe quoi? Mais je sais pas, ça sursaute, je sais pas comment dire, on dirait que vous jouez pas, j'ai le retour, son, tout va bien mais la machine n'enregistre rien. À ce moment-là, le groupe joue l'intro, et sur le visage de l'ingénieur du son commence à naître une sérieuse inquiétude. Moins de 2 minutes plus tard, le groupe est réuni derrière l'ingénieur du son qui va lire la bande enregistrée. Il y a donc un guitariste, un chanteur, une batteuse et l'ingénieur du son qui sont réunis derrière. Et le morceau ressemble alors à ça. Mais c'est une blague? Non, mais c'est tes machines qui sont mortes là, c'est pas possible. Non, c'est pas les machines. Écoutez, ça a été enregistré hier. Ok? Et ça a été enregistré ce matin. C'est bon pour vous? Bon, après, si vous y tenez, je peux vous faire écouter le boot de la mixette de cet après-midi, hein, mais je vous jure, ça va rien donner. Hein. C'est quoi le boot? C'est le tampon de démarrage, j'enregistre toujours un bruit blanc, comme ça après s'il y a des parasites, je m'en sers pour les dégager. Si par exemple tu chantes par-dessus un aspirateur, ben moi j'avais enregistré le bruit de l'aspirateur, comme ça après je peux l'enlever. Ouais, en fait, ouais, je veux bien l'écouter, ouais. Ok, si ça peut vous faire plaisir. Ok, heureux? Ouais, c'est quoi ça, là? C'est un bruit blanc ça. Non, c'est pas normal, ça... Mais vas-y, on a compris que t'as enregistré quelque chose par-dessus, c'est pas grave, mais... Ouais, tu peux couper maintenant. Non mais vas-y là, ok, c'est coupe là aussi, c'est bon. Mais je viens de le faire, je viens de couper. Je vais vous passer le reste de la bande, vous allez comprendre la fin. Ah non, c'est toi, pardon, excuse-moi. Le studio a fermé ses portes moins de 2 semaines plus tard. Je vous le mets juste pour bien vous imprégner. Le studio a fermé ses portes moins de 2 semaines plus tard. Alors la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qu'il s'est passé pour que le matin tout aille bien et que l'après-midi il se soit passé cet événement? Eh bien c'est JF. JF qui est venu au studio, il avait gagné une enchère le matin même, fils de notable avignonnais, notable collectionneur, un objet que JF voulait offrir à son père, un couteau pour être exact, que JF avait emmené au studio avant de l'offrir à son père pour une surprise. Je voudrais vraiment remercier JF qui est dans le public avec nous, et je sais que ça n'a pas été facile, c'était une rencontre qui était quand même très dure. On se retrouve dehors, hein, bien sûr, si vous jamais voulez qu'on ait les détails. Et pour savoir ce qu'est devenu le groupe, les musiciens d'Asphalt ont refusé tout commentaire. Ils ne sont pas revenus à Avignon depuis cet incident. Ils ne reviendront probablement jamais. Tout fait.
Pouic à côté. Je suis trop désolée, j'ai dit une répétition en trop. C'est Pardon. pas toi, c'est les, Excusez-moi. C'est les aléas du direct. c'est les morts. Tu as volé une ligne. C'est le bruit des morts. On reviendra sur cette histoire de fantômes et de technologie à la fin de l'histoire, encore une fois. On essaiera de trier le vrai du faux, parce qu'on a épluché beaucoup d'archives, on a fouillé beaucoup de faits divers, mais on a des avis assez divergents sur ce qu'on a lu nous-mêmes. Parce qu'en fait, avec les deux histoires, j'ai déjà beaucoup de questions à poser, notamment sur Asphalt. Mais l'ambiance est délétère, en tout cas, on peut le dire. L'ambiance est Merci. C'est des archives locales. On passe à la troisième histoire, Clara. Alors, je me demande si cette histoire n'appelle pas une petite introduction, puisque donc nous introduisons un nouveau personnage. Est-ce que vous voulez que je m'en charge ou est-ce que quelqu'un me fait les honneurs? J'ai juste... Les aléas du direct, tout ça. Comment ça va, vous? Je l'ai pas avec moi. Mais je veux bien faire des claquettes, mais tout le monde va être Faites gêné. des hein. claquettes en attendant. Claquettes, 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 claquettes. Faites des En tout cas, rituels je me permets, satanistes pendant en qu'on se attendant. cale, je voudrais C'est le vraiment début vous du- remercier d'être là. Donc, Merci C'est- beaucoup, merci beaucoup. merci. Je pense que vous le savez, quand on fait les nouilles rampantes, le premier samedi du mois officiellement, à chaque fois, on est toujours un peu mort de trouille, on est évidemment à l'arrache. Là, je vous ferai remarquer, sans vouloir me vanter, qu'on a fini nos histoires 3-4 jours en avance. Alors que n'arrive d'habitude, jamais. c'est 3-4 minutes après le début de l'émission. Et je voudrais ajouter une chose, c'est que vraiment, avant le début de l'émission, j'étais probablement le plus nerveux des 7 et je passais en disant tu sais bien tout ce que tu dois lire, hein, tu sais bien. C'est pas possible, c'était moi. Et c'est je pas- suis... En même temps, si ça bug pas, genre les gens reconnaissent pas l'émission. Enfin, Voilà. je veux dire, Ah, alors là, j'ai si tout ça donné. f- hein. voilà. on a une T'inquiète. marque de fabrique. Non, mais attends, tout ça pour dire que, tu vois, tout ce qui est sur cette feuille-là, tu n'es pas impliqué. Mais la question, c'est, est-ce qu'on parle un peu de notre nouveau protagoniste avant? C'est une blague. Je croyais que je parlais. Eh bien non. Bah alors du coup, je vais faire les honneurs. Parlons. Alors, pour vous expliquer, il y a un personnage récurrent dans les histoires qui viennent après, qui s'appelle Jean 22. Oui, mais si. Bah oui, mais non. Non, mais décidez-vous là. Bon, en gros, pour vous expliquer très rapidement, il y a donc un personnage que vous allez trouver plusieurs fois dans les histoires après, qui s'appelle Jean 22. Et pour le tout petit élément, parce qu'on va développer après, c'est un vrai pape qui a vraiment existé au XIVe siècle, qui a vraiment officié dans ces lieux, au Palais des Papes, à Avignon, et qui avait quelques excentricités. C'est tout. J'ai pas trop défloré, ça va. J'étais en train de dire que je voulais plus jamais te voir, que je t'aimais plus, que t'avais tout gâché, donc ouais, c'est pas grave. Bienvenue à la dernière émission des Nouilles. Bref, cette histoire s'intitule « 10 books ». Jean 22 est connu pour bien des choses. Ses amis, ses ennemis, un couteau, des sociétés secrètes et un antisémitisme très enthousiaste. Il a causé l'expulsion de la plupart des Juifs d'Avignon, il les a obligés à porter des signes distinctifs particulièrement humiliants, il a fait fermer les lieux de culte, etc., etc., etc. Les actes ont des conséquences. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Jean 22 avait une passion épistolaire. Pas avec un ou une élue, non. Sa passion, c'était les correspondances elles-mêmes. Tant et si bien que Jean 22 échangeait des lettres avec des dizaines de personnes, des notables, des intellectuels et même des hommes d'église de paroisses de peu d'importance pour rester proche des petits, disait-il. C'est ainsi que Jean 22 entama une relation épistolaire avec le père Mathieu, de l'église Saint-André à Morières-les-Avignons. Morières-les-Avignons, le 3 septembre 1334, courrier du père Mathieu. Votre Sainteté, je dois vous rapporter un comportement que suscite nombre de questionnements en moi. Un juif vient à la paroisse toutes les semaines et demande à être confessé pour obtenir l'absolution. Quand je leur explique qu'il faut être baptisé, communié, confirmé, il me répond qu'il est... Comment recevoir ces informations? Votre obligé, Père Mathieu. Avignon, Palais des Papes, le 18 septembre 1334, courrier du pape Jean 22.
Bien, cher père Mathieu, quelle est donc cette ruse? Quelle est donc cette diversion? Jamais je n'ai entendu pareil récit. Eh bien, recevez-le à confesse et relatez-moi ce qu'il vient absoudre de la sorte. Votre obligé, le pape Jean XXII. Morières-les-Avignon, le 7 octobre 1334, courrier du Père Mathieu. Votre Éminence, le Juif est revenu ce matin. J'ai donc accepté de le confesser, comme vous m'en aviez fait la demande. Le Juif m'a dit qu'il prévoyait de tuer un homme. Je lui ai dit qu'aucune absolution ne pourrait le sauver s'il passait à l'acte. Il m'a dit qu'il allait réfléchir davantage. Votre obligé, le Père Mathieu. Avignon, Palais des Papes, le 21 octobre 1334, courrier du Pape Jean XXII. Bien, cher père Mathieu, est-ce bien là un descendant d'un des peuples du livre qui viole ainsi ses propres commandements? Ce récit ne fait que conforter les décisions prises envers ces gens, les mesures distinctives que nous avons prises en Avignon pour les reconnaître et les voir. Voici ce que je vous commande maintenant. Quand le Juif reviendra, faites-le parler encore de son projet, et si cela va trop loin, nous le ferons arrêter. Votre obligé, le pape Jean XXII. Morières-les-Avignon, le 2 novembre 1334, courrier du Père Mathieu. Votre Sainteté, le Juif vient de partir, j'ai tout de suite voulu vous écrire. Le Juif m'a raconté un prodige issu du folklore, une croyance fantaisiste totalement révoltante. Connaissez-vous ces gens appelés Dybbuk, votre Éminence? Eh bien, le Juif m'a raconté comment son peuple veillait les défunts, de peur que si le corps venait à se trouver seul, un esprit malin viendrait y trouver un nouveau vaisseau et s'en irait commettre les méfaits propres à cela. Je suis proprement révolté par ce récit. Je ne sais quoi faire. J'ai refusé de lui donner l'absolution. Il est parti sans rien dire. Que me conseillez-vous? Votre obligé, le Père Mathieu. Avignon, Palais des Papes, le 10 novembre 1334, courrier du Père Jean XXII. Cher père Mathieu, ce que vous me racontez m'outrage et me désole. Cet homme est dangereux. Il convient de le trouver et de l'empêcher de nuire à nos paroissiens. Communiquez-moi au plus vite son nom et là où il vit, que j'envoie des hommes pour l'arrêter. Votre obligé, le pape Jean XXII. Avignon, Palais des Papes, 20 novembre 1334, courrier du Pape Jean XXII. Cher père Mathieu, je n'ai pas reçu votre réponse dans cette pressante affaire. Il est désormais urgent de procéder à l'arrestation du Juif. Répondez-moi au plus vite, votre obligé, le pape Jean XXII. Avignon, Palais des Papes, 28 novembre 1334, courrier du Père Mathieu. Cher père Mathieu, vous me tardez à répondre. Pourquoi? Êtes-vous souffrant? Avez-vous été menacé par le Juif? En ma qualité de votre autorité papale, je vous ordonne de me répondre ce jour. Votre obligé, le pape Jean XXII. Morières-les-Avignon, le 4 décembre 1334, église Saint-Jean. Votre Éminence, je vous adresse ce courrier pour vous annoncer que le Père Mathieu nous a malheureusement quittés le 2 novembre. Selon les registres, cela correspond au jour où il vous a envoyé sa dernière lettre. Fait étrange, son corps a été dérobé peu avant sa mise en terre. Nous connaissons malheureusement beaucoup de rôdeurs dans les environs. J'ignore la teneur de votre correspondance, mais je suis votre bien dévoué pour transmettre toute affaire tenante à son remplaçant. Votre obligé, Sœur Marie. Jean XXII reposa le courrier inquiet et prit un moment pour prier son ami défunt. Il fut interrompu par un de ses étudiants qui toquait à la porte. Suspendu dans son recueillement mais passablement affecté par la situation, il estima qu'échanger quelques mots avec son étudiant serait plaisant. Jean XXII lui intima donc d'entrer. Timide, l'étudiant indiqua tout bas au Saint-Père qu'un prêtre qui se décrivait comme un ami épistolaire et se présentait sous le nom de Père Mathieu était arrivé au Palais des Papes, qu'il l'attendait dans le petit salon et qu'il demandait séance. Prévenez quand vous venez aux soirées. Moi, j'aime beaucoup le ton des lettres. C'est le mec qui a confessé, puis qui juste après va écrire une lettre, comme nous on enverrait un texto, il est là. Les gens, tu vas pas le croire. Tu fais quoi, wesh? Réponds. Je fais quoi, wesh? Tu m'as ghost, j'ai vu. Faudrait un petit des lettres. Une histoire pour la prochaine fois où des lettres indiquent un vu très joli. Oui, c'est ça. Il met un grand V comme ça, vu.
Bien, ces Mais 3 c'est- premières histoires servaient un peu d'amuse-gueule. On va donc passer au plat de résistance. Boulet, est-ce que tu veux dire un mot avant de... Un tout petit mot, ouais. Alors, on a beaucoup épluché. Enfin, ça va être résumé dans l'histoire, mais on a trouvé beaucoup de matériel sur Avignon. On a été très surpris d'ailleurs de voir la teneur de faits divers et d'histoires qui ont eu lieu ici. Et donc là, on a fait quand même un petit effet de style, comme c'était des histoires qui étaient souvent assez longues. On les a un petit peu alternées pour éviter de vous faire une histoire de 40 minutes d'un coup. Et donc, on va vous faire une petite lecture croisée de différentes histoires de votre belle cité. Alors, j'insiste sur le fait, encore une fois, que ça va être gore, qu'il va être question de violence et de disparition. Qui veut titrer? Il n'y a pas de titre. Pour une fois, Bienvenue. j'attends qu'elle vienne. Beaucoup de rumeurs liées au satanisme circulent dans la région d'Avignon. Au début des années 1990, une sorte d'épidémie de messe noire semble avoir traversé la France. Et si de nos jours nous tendons à voir les mouvements ésotériques et gothiques comme des expressions romantiques de l'adolescence, ce n'était encore pas le cas il y a 20 ans. Beaucoup de parents craignaient les dérives sectaires de tout ce qui touchait à l'occulte. Même le hard rock et les jeux de rôle étaient vus d'un mauvais œil, car ils étaient soupçonnés de conduire tout droit dans les griffes du diable. Si la plupart de ces rumeurs tenaient davantage de la crainte irrationnelle, de la différence et ou de la nouveauté, certaines affaires de l'époque restent néanmoins entourées d'un voile de mystère. Et loin d'y avoir été une simple mode des années 90, le satanisme semble avoir trouvé ici en Avignon des racines profondes et des branches solides. La police doit encore régulièrement intervenir sur des affaires de messe noire de nos jours. Et si la plupart peuvent se résumer à une bande d'ados ont fait un feu de camp et ont enfilé des robes noires pour chanter un latin approximatif, un ou deux cas restent à ce jour non élucidés et contiennent des détails troublants. En 1987, le journaliste Noël Dezingue appelle la police au sujet d'une agression dont il aurait été la victime. Après la clôture de l'enquête, il racontera l'histoire dans ses carnets autobiographiques, publiés à compte d'auteur quelques années plus tard. Je n'avais jamais eu d'atome crochu avec la famille N. Quand je m'étais installé rue Marius Jouveau, j'étais allé me présenter pour faire connaissance. Ils habitaient en face, et si leur maison était beaucoup plus jolie que la mienne, je pensais qu'on serait quand même parfois amené à se croiser. J'avais donc passé le portail, marché le long d'une petite allée dans un jardin aux allures de parc municipal entretenu, et frappé à la porte de la vieille demeure. Francis N. m'avait ouvert. C'était un professeur bourru qui devait avoir la cinquantaine. Son épouse Ghislaine était un peu plus jeune, mais semblait mettre beaucoup d'efforts pour paraître plus que son âge. Pull marine, jupe droite austère, collant sombre et grosses chaussures de cuir brun sans talons. Elle avait le sourire forcé des gens bien élevés qui n'osent pas dire qu'on les dérange. Il m'avait accueilli poliment, mais froidement, avec des mines intriguées, comme si le fait de venir saluer ses voisins était la chose la plus incongrue à laquelle il leur avait été donné d'assister de leur vie. J'avais tenté quelques questions banales qui m'avaient permis d'apprendre qu'il enseignait l'histoire médiévale et qu'elle s'occupait de leurs 2 enfants à la maison. Après un long silence qui montrait qu'il n'avait pas la moindre intention de me retourner mes questions pour apprendre quoi que ce soit me concernant, je les avais remerciés de leur accueil et j'avais tourné les talons. Je n'avais même pas eu droit à un simple « au revoir ». La rue qui évoque Noël Dezingue dans cet extrait allait par la suite se bâtir une très sombre réputation. Elle aurait été le théâtre de bien des incidents, le plus notable étant celui de 2017, durant lequel 4 jeunes, âgés de 19 à 23 ans, ont disparu sans laisser de traces. Le seul indice retrouvé par la police était un téléphone portable ayant appartenu à Mehdi H, 21 ans, dans lequel a été retrouvé un échange de SMS avec Julie A, 19 ans, datant de la soirée précédente, le jour de la disparition, et dont voici un extrait, le langage texto ayant été un peu traduit. Hello, tu viens toujours ce soir, hein? Je sais pas, ça me saoule un peu votre truc là. Allez, c'est pour déconner, c'est rien du tout.
Je sais pas, je la sens pas là, ta pote, je la connais pas. Et puis il y a la soirée de Morad. Mais Morad, tu le vois tous les jours. Là, il y a Léo qui est jamais là d'habitude et on s'en fout de Maya, on sera tous les trois. Bah pourquoi vous la lâchez pas et vous n'êtes pas à la soirée de Morad alors? Mais non, mais Léo, c'est sa meilleure pote, il voudra jamais. Et puis c'est elle qui a eu l'idée. Allez, 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 allez. Oh, tu fais chier. Allez. Putain, t'es relou. Smile est triste. Bon, je reste pas si c'est relou, d'accord? Si on se fait chier ou qu'elle fait des choses cheloues, rien à branler, je me casse direct. Oui, merci, 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 merci. Je suis sûre que ça va être trop stylé. T'aimes bien les trucs d'horreur en plus. Bon, du coup, il faut aller où? On va creuser au cimetière ou quoi? T'es con. Maya voulait aller dans une maison vers Saint-Ruf. On se retrouve là-bas à 22h. Ok, à toutes. La maison qu'évoque Julie A semble être celle des voisins dont parle Noël Dezingue dans sa biographie. Il évoque à plusieurs reprises une maison plutôt banale, si ce n'est une des plus luxueuses, et qu'elle soit un peu plus luxueuse que les maisons voisines, entourée de haies, la rendant difficile à voir depuis la rue. La rue a beaucoup changé dans les années 80, et de nombreux immeubles de logements sociaux ont été construits non loin de là. Il pourrait également s'agir d'une maison différente, celle de Francis N, ayant pu être démolie après son abandon. Les fêtes ont commencé très rapidement après notre installation. Et quand je dis fête, il ne faut rien imaginer de joyeux ou de convivial. Toutes les 2 ou 3 semaines, de nombreuses voitures se garaient dans la rue. On voyait en sortir des couples, parfois avec 1 ou 2 enfants, toujours bien habillés, comme pour se rendre à l'église. Certains se garaient devant chez nous quand il n'y avait pas assez de place devant chez les voisins. Si nous leur adressions un bonjour, ils se tournaient vers nous, le visage étonné, et ne répondaient jamais avec plus qu'un hochement de tête ou un sourire crispé. Ça devait représenter entre 20 et 30 personnes à chaque fois. Peu après l'arrivée des derniers convives, la musique démarrait. Je n'y connais rien en musique médiévale, mais ça avait vraiment des sonorités anciennes, mais en beaucoup plus rythmiques que dans ce qu'on peut entendre dans les films d'époque. Les intonations étaient folkloriques, mais avec des tambours qui leur donnaient un côté presque tribal. Et ça durait longtemps. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure, mais il était rare que quelqu'un ne reparte avant 23 heures. Certaines voitures restaient garées là le jour suivant, voire le jour d'après. Si ce n'est l'étrange musique, on n'entendait rien. Ni cris, ni rire, ni discussion, ni tintement de vaisselle, juste les tambours provenant de l'autre côté de la haie. Au début, nous avons pris le parti d'en rire, mais quand nous avons réalisé que pas un mois ne s'écoulait sans qu'une ou deux de ces fêtes n'adviennent, nous avons rapidement perdu patience. Plusieurs fois, j'ai interpellé ces invités, leur demandant de mettre cette fois la musique moins fort, mais ils se contentaient de me fixer un moment, ahuris, avant de repartir vers la maison sans rien dire. Rétrospectivement, je me dis que mon erreur a été de vouloir être le voisin sympa qui appelle pas les flics. Je pensais naïvement qu'entre adultes raisonnables, il y avait toujours moyen de discuter. Ce soir-là, je m'apprêtais à passer une nuit blanche. L'USS Stark venait de se prendre 2 exocets irakiens, perdant 37 soldats. Il fallait un article pour le lendemain matin, et je savais que la nuit allait être longue. Et naturellement, la musique a commencé à résonner. Après avoir vainement tenté d'ignorer quelques heures le vacarme que même les boules qui ne parvenaient pas à filtrer, je me suis finalement levé de mon bureau, à bout, pour me rendre au salon et décrocher le téléphone. J'ai composé le 1, le 7, j'ai entendu la tonalité et j'ai raccroché. Au lieu de leur envoyer la police, j'ai brusquement décidé d'enfiler une robe de chambre et de sortir satisfaire ma colère en allant les engueuler en personne. La maison de la rue Marius Jouveau est difficile à identifier par le seul récit de Noël Dezingue. Il existe toutefois une maison abandonnée qui correspond plutôt bien à la description. Elle ne se voit pratiquement pas du côté de la rue à cause des haies qui l'entourent et elle a été cambriolée à de nombreuses reprises. Plus personne ne s'y rend, à part quelques graffeurs et autres amateurs d'urbex. C'est pour ça que, le 17 mai 2017, les 4 jeunes ont pu s'y introduire sans trop de difficultés. Mehdi, réponds s'il te plaît. S'il te plaît, reviens. Emoji cœur. Tu fais chier là avec tes plans foireux. Mais c'est bon, il va pas revenir. C'était qui ce mec? Mais j'en sais rien moi, Clodo, on lui a fait peur, il s'est barré, c'est tout. C'était pas un clodo. T'as vu comment il était habillé? Il dit qu'il connaissait le proprio. Mais c'était un gros mytho pour qu'on se casse, y a pas moyen que ce gars vienne la nuit dans une maison toute pétée parce qu'il connaît le proprio, ça veut rien dire.
Mais t'as vu son couteau ou quoi? Mais c'est un vieux truc, regarde. Photo. Il a dû le piquer ici. Il a fait tomber quand Léo l'a coursé. Ah bah, il avait pas l'air d'avoir peur de nous en fait. Il faisait les malins parce qu'on était 4. Allez, reviens, on va recommencer. Ah, mais quoi, vous y retournez? Vous êtes pas bien? Maya dit que c'est dangereux de pas finir le rituel. Maya, son cerveau c'est du tartare de merde et elle peut aller se faire enculer. Allez, c'était marrant quand même, reviens. Je flipperais moins si t'étais là. Mais rien à foutre, moi j'ai chez Morad. Mais dis, allez, allez, t'es chiant. Dans la conversation apparaît la photo d'un couteau au manche en argent d'une 15aine de centimètres, légèrement recourbé et orné de pierres de plusieurs couleurs. Il correspond à la description d'une arme retrouvée sur les lieux d'un homicide commis 20 ans plus tôt dans le centre-ville d'Avignon. Un des secouristes envoyés sur place avait alors témoigné. Nous sommes souvent les premiers arrivés sur les lieux d'un crime. Et nous devons faire très attention à déranger la scène le moins possible. Nous avons aussi besoin de recueillir un maximum d'informations en un minimum de temps pour savoir à quoi nous avons affaire. Un accident domestique, on jette un coup d'œil aux alentours. Y a-t-il des traces d'une dispute, de la vaisselle cassée ou une chaise renversée? On nous explique qu'elle est tombée du tabouret en voulant attraper du sel dans le placard. Le tabouret est-il dans la pièce? Le sel est-il par terre? Y a-t-il des détails qui prouvent qu'elle faisait la cuisine ou était en train de déjeuner? Et monsieur, est-il effrayé, nerveux, inquiet? Inquiet pour elle? Ou essaie-t-il de minimiser l'incident? Si on prend la tension de madame, trouvera-t-on des bleus sur les bras? Tout ça pour dire qu'on a l'habitude d'observer et qu'on est des vrais petits colombos, sans en avoir l'air. J'ai même mon petit carnet pour prendre des notes. La première chose qui m'a frappé quand je suis entré dans l'immeuble de la rue du Vieux Sentier, c'est que la scène ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu voir avant. Tout d'abord, j'ai été frappé par la chaleur et l'odeur. On était en mai, et pourtant, tous les radiateurs semblaient être à fond. On nous a dit plus tard que ce n'était pas le cas, mais sans exagérer, il devait faire au moins 40 dans la pièce. C'était un vrai four. Et ça puait, comme dans une étable. Je m'attendais presque à trouver du bétail, tellement c'était étouffant, et vous prenez la gorge. Je suis déjà intervenu sur des scènes sordides, des gens qui ne se lavent plus, ne sortent plus, et qui accumulent jusqu'au plafond leurs vieilles revues, leurs conserves vides et leurs vieux cartons. J'ai décollé des vieux de leur propre merde séchée. Mais là, ça n'avait rien à voir. L'odeur était animale, vivante. Et surtout, l'appartement était parfaitement propre. Il n'y avait pas un gramme de poussière sur les meubles, les livres s'alignaient soigneusement sur les étagères, et la cuisine brillait comme la grande galerie des glaces de Versailles. Dans le salon, ça se corsait. Le sol était couvert de sang. Et quand je dis couvert, je parle d'une vraie piscine. Et pourtant, il y avait très peu de dégâts. Le tapis avait été soigneusement roulé et posé sur le côté. Les meubles avaient été poussés le long des murs. Les fauteuils posés sur la table pour dégager un maximum d'espace au centre de la pièce. C'est là que se trouvaient nos deux victimes. Il s'agissait d'un couple d'une trentaine d'années. Lui était grand, athlétique. Il avait des allures de moniteur de ski, très bronzé, des cheveux blonds très courts, avec le haut du crâne dégarni. Il était allongé sur le dos, presque au centre de la pièce, complètement nu. Sur son torse, quelqu'un avait gravé 3 symboles formant une ligne verticale. Un grand V barré horizontalement, puis 2 triangles reliés par leur sommet comme un sablier couché, et le 3e était une sorte de point d'interrogation à l'envers dont la pointe descendait jusqu'au pubis du malheureux. Plus tard, on lui a trouvé de profondes plaies dans le dos. Il semblait avoir été poignardé à plusieurs reprises. C'était la cause probable de sa mort. En face de lui, il y avait sa femme, une Asiatique. Elle aussi, sportive et élancée. Elle avait rampé jusqu'au mur où elle s'était adossée, les yeux dans le vague. Elle était nue et portait des scarifications identiques sur le corps. Le sang continuait à s'en écouler lentement. Elle marmonnait une phrase en boucle, en serrant le couteau dans ses mains. On a bien sûr directement pensé à un double suicide rituel, mais quelque chose ne collait pas. Elle avait été, elle aussi, poignardée à de nombreuses reprises, mais par devant. Ses bras et ses mains étaient couverts de blessures défensives. Alors quoi?
Les amoureux se seraient-ils gentiment scarifiés avant que l'homme la poignarde, puis elle l'aurait désarmé et frappé dans le dos à plusieurs reprises, le tout sans laisser de traces de lutte? Elle respirait encore, et si nous faisions tout pour ralentir l'hémorragie, il était évident qu'elle n'en avait plus pour longtemps. J'ai eu une intuition soudaine et j'ai demandé « Quelqu'un d'autre était ici? Il y avait une autre personne avec vous ?» Elle a continué à marmonner, sans me regarder, mais elle a hoché lentement la tête. Elle répétait sans cesse 2 mots, et j'ai noté, le reste étant incompréhensible. Ça fait « bestiat, ekshitavit, bestiat, ekshitavit ». J'essayais de la maintenir éveillée alors que je criais presque « Qui vous a fait ça? Donnez-nous un nom! Vous le connaissez ?» Mais elle ne réagissait plus, se contentant de psalmodier en fixant le sol devant elle. Soudain, elle a stoppé net, en relevant brusquement la tête. Elle s'est tournée vers moi avec un grand sourire et m'a demandé « Vous le voyez ?» Après ça, son corps s'est doucement détendu. J'ai su qu'on l'avait perdu. 3 types de sang différents ont été retrouvés sur la scène du crime. 2 étaient ceux des époux, et le 3e, beaucoup moins abondant. Il n'a pas pu être identifié. Le couteau en argent, incrusté de pierre, a été daté à la première moitié du XIVe siècle, sans que l'on puisse expliquer comment le couple avait pu se le procurer, et comment est-ce que surtout ils avaient pu se procurer une pièce d'une telle valeur. L'objet a mystérieusement disparu des scellés de la police quelques semaines plus tard. D'autres motifs ont été retrouvés sous le sang, peints à même le parquet. Les époux possédaient en outre une abondante littérature ésotérique et l'enquête a conclu à un rituel occulte qui aurait mal tourné. Si ce n'est quelques gouttes de sang, l'hypothétique 3e personne présente n'a laissé aucune trace. Il n'y a eu ni effraction, ni lutte, ni vol, ni autre mobile apparent. 10h17. Mehdi, tu es là? Réponds s'il te plaît, c'est urgent. Y a quoi encore? J'ai un problème, tu peux venir me chercher? Quoi comme problème? Je suis dans la maison. Chez toi? Non, la maison rue Jouveau. Mais t'as passé la nuit là-bas? Faut que tu viennes. Il se passe quoi? Je veux pas expliquer pourquoi, par texto. Viens s'il te plaît. Attends, c'est quoi encore ce plan? C'est quoi le problème? Je crois que je suis enfermée. Hein, ils sont où les autres? Ils sont plus là. Comment ça plus là? Ils sont où? Je sais pas, ils sont plus là. Et tu peux pas sortir? Viens me chercher s'il te plaît. Mais y a pas moyen, putain. Appelle Léo ou l'autre là. Ils ne répondent pas. Bah appelle tes parents, je sais pas. Je peux pas. Viens s'il te plaît. Putain, je comprends rien. Dis-moi ce qui se passe ou je viens pas. Je lis. Bon, démerde-toi. Je retrouve pas mes vêtements. Mais quoi? Je sais plus comment ça a fini hier soir, mais je me suis réveillée toute nue à l'étage. Arrête, sérieux, t'es pas drôle. Non, mais je crois pas qu'il se soit passé un truc. Je suis enfermée dans une chambre, mais la clé est à l'intérieur. Je me suis enfermée moi-même. J'ai plus de vêtements. Attends, mais quoi? Vous avez pris des trucs Non, je crois pas, je me souviens pas. Bon, c'est les flics qu'il faut appeler là, putain. Il s'est passé quoi? Non, s'il te plaît, viens juste me chercher. Julie, sans déconner, c'est grave là. Tes parents, ils savent où t'es? Tu leur avais dit quoi? Non, ils croient que je dors chez Maya. Viens. Non mais sérieux là? Si ça se trouve, mes fringues sont juste en bas, mais je n'ose pas sortir. Bah non, sors pas! Tu vas venir me chercher? Tu fais chier, putain. Oui, j'arrive. Merci. Écris quand tu arrives, j'ai presque plus de batterie. Ok. 10h37. Je suis dans le C2 là, j'arrive. 10h49. Je suis là. Dans la maison? Non, je cherche le trou dans la haie. T'es où? J'arrive. Putain, il fait chaud. Je te vois pas, t'es entré où? Par derrière là, la porte était ouverte. Ok. C'était quoi ce bruit? Quel bruit? Tu m'as dit que t'étais à l'étage? Oui? Je crois que j'ai entendu un truc dans le salon. N'y va pas. Ah, c'est peut-être les autres? Non, non, monte. Non, j'ai regardé discretos. Viens me chercher. Bon, il y a personne. Putain, vous avez fait quoi ici? Quoi? Bah, ça pue la mort, il y a des dessins chelous partout. Les signes, c'était la cérémonie. Je croyais que c'était juste les bougies là. Vous avez peint ça avec quoi? Avec du sang humain, bien sûr. Tu crois quoi, de la peinture? T'es con, putain. Je crois que je vois tes fringues. Attends, non, c'est celle de Maya. Putain, son jean, il est en lambeaux là. Il s'est passé quoi? Julie? Je me souviens pas.
Tu vois les miennes? T'as une fenêtre là sur le jardin puis la chambre? Oui. J'ai cru voir quelqu'un dehors. Tu vois quelque chose? Non, il y a rien. Non mais là-bas, vers les fleurs rouges, là, près du gros arbre, c'est pas un grand mec là? Non, je vois juste une souche et un arbre plus petit. Je crois que j'ai trouvé tes fringues. Tu es blessé? Non, pourquoi? Ton t-shirt et ton soutif là, ils sont déchirés, on dirait du sang dessus. Non, j'ai rien. Peut-être la peinture pour les murs? On dirait pas de la peinture. Elles sont encore utilisables? La jupe et le t-shirt, oui, ça va faire un peu Walking Dead. Mais je trouve pas de culotte ni de chaussures. Bon, je t'ai apporté des trucs au cas où, j'ai tes tongs. Ça ira. Tu me les montres? J'arrive, ouais. Merci. C'est quelle porte? Au fond du couloir, à gauche. Ok. Attends. Comment tu sais ça? Je croyais que t'étais enfermé. Bah, j'ai passé la tête un moment pour pouvoir te guider. Ok, stop, ton histoire, elle est bizarre. Quoi? T'étais à poil avec ton téléphone? Je l'avais à la main. Est-ce que tu peux m'appeler pour que j'entende ta voix dans le couloir? S'il y a quelqu'un, il va entendre. Non, il n'y a personne, appelle-moi. Je veux pas, j'ai peur. Julie, qu'est-ce qui me prouve que c'est bien toi? L'échange de SMS s'arrête là. Aucun des 4 jeunes n'a été revu depuis. Seul le signal GPS du téléphone de Mehdi H a permis de retrouver cette conversation. Les vêtements que portaient les 2 jeunes femmes ont été retrouvés, tels que décrits dans la conversation. L'enquête est encore ouverte à ce jour. J'ai franchi le portail des N vers 1h du matin. J'étais déjà en nage avant d'avoir franchi la moitié du sentier. On était en mai et pourtant la chaleur était déjà étouffante malgré les averses des semaines passées. Le jardin empestait une sorte d'engrais et la musique était assourdissante. Quelqu'un marchait devant moi dans l'allée, éclairé par les petites lampes au niveau du sol. Il faisait assez sombre et il m'a fallu un instant pour réaliser que cette personne était complètement nue. C'était un homme d'environ 50 ans, très corpulent, avec le crâne dégarni. Il ne semblait pas m'avoir entendu approcher. Il me tournait le dos et avançait en titubant. J'ai pensé qu'il était ivre et que la fête devait battre son plein, mais j'ai alors remarqué les petites gouttes qui semaient sur son passage. L'homme perdait du sang. Inquiet, je l'ai interpellé. « Monsieur, tout va bien ?» Il s'est retourné lentement et j'ai eu un sursaut d'horreur. Son visage était déformé par de sortes de crochets métalliques en S. Ils étaient accrochés à ses sourcils et ses lèvres et reliés à ses paupières. Il lui maintenait les yeux ouverts et exorbités. Sa bouche était retroussée et le sang coulait doucement sur ce visage grotesque comme 2 rigoles de larmes noires. Je suis d'abord resté complètement stupéfait. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. L'homme m'a fixé un moment, puis a levé le bras pour pointer quelque chose sur sa droite. J'ai suivi son geste du regard, et plus loin dans le jardin, à peine éclairé par la lune, se tenait une silhouette immense, dont je peinais à voir les contours. S'il s'agissait d'un homme, il devait dépasser les 2 mètres. Je me suis figé de terreur. Tous mes instincts me hurlaient de fuir, d'aller me cacher le plus loin et le plus profond possible. Jamais de ma vie je n'avais ressenti une telle certitude de ma mort imminente, d'un danger aussi primal. Quelque chose de chaud coula le long de ma jambe. Je m'étais pissé dessus. L'absurdité de cette scène me frappa soudain. J'étais là, entre un vieil obèse scarifié et une petite maison provençale, avec de la pisse plein mes souliers, en train de voir ma vie défiler devant mes yeux, parce que j'avais voulu demander aux voisins de baisser la musique. J'ai eu un hoquet. J'étais tellement au-delà de la terreur que je me suis mis à coasser d'un rire dément. Ça m'a un tout petit peu tiré de ma torpeur, et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Derrière le gros homme venait de surgir un autre type. Je le connaissais. Je l'avais déjà interpellé, il se garait avec sa femme et ses enfants devant notre maison. Mais il n'avait plus le regard perdu que je lui connaissais. Complètement nu, lui aussi, il courait à toute vitesse vers moi. Il tenait une machette dans chaque main.
Je suis tombé à la renverse en voulant reculer, et j'ai senti les deux lames se croiser juste au-dessus de ma tête. Je jurerais en avoir senti une emporter quelques cheveux. Emporté par son élan, le type m'a percuté et nous avons roulé cul par-dessus tête dans un bosquet. Je me débattais comme un forcené pour sortir de là, quand j'ai senti sous ma main le manche d'une des machettes qu'il avait dû lâcher dans sa chute. Je l'ai empoigné et je me suis mis à fouetter l'obscurité dans tous les sens en hurlant. La lame s'est soudain bloquée net dans quelque chose et j'ai entendu un cri de détresse déchirant. J'ai lâché l'arme et mi-rampant, mi-courant, j'ai détalé aussi vite que j'ai pu vers la grille. Personne ne m'a poursuivi. J'entendais juste les plaintes et les sanglots de mon agresseur qui s'éloignait dans mon dos. Arrivé chez moi, j'ai claqué la porte, tiré tous les verrous, poussé le meuble de l'entrée en barricade et je me suis rué dans le salon pour appeler la police. J'ai raconté mon histoire à toute vitesse. La pauvre femme que j'avais en ligne devait me faire répéter 3 fois tout ce que je disais tellement j'étais confus et paniqué. À un moment, j'ai levé les yeux et tout s'est figé. La silhouette géante se tenait au milieu du jardin, près de la balançoire de ma fille. À nouveau, ce gouffre en moi s'est ouvert. J'étais incapable de bouger ou d'émettre le moindre son. C'était comme se trouver face à un phénomène naturel inéluctable. Je me sentais aussi démuni et minuscule que si je m'étais trouvé face à un volcan en éruption ou à un raz-de-marée. J'ai réalisé que la silhouette s'était avancée. Je ne l'avais pas vue bouger. Mais elle se trouvait désormais à moins de 2 mètres de la porte coulissante. Je sentais la sueur couler le long de mon dos. J'entendais, à ce qui paraissait des milliards de kilomètres de là, la voix de l'opératrice dans le combiné qui me demandait si tout allait bien. Soudain, il y a eu une gigantesque explosion de lumière qui m'a arraché un cri. Aveuglé, j'ai lâché le combiné pour me couvrir les yeux et j'ai entendu une voix qui me disait « Chérie ?» La voix de ma femme. Elle venait d'entrer dans la pièce et avait allumé la lumière. Je me suis retourné vers la porte vitrée, mais je ne voyais plus que mon reflet, hirsute et affolé. J'ai hurlé « Éteins! Éteins vite !» Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a toutefois éteint la lumière devant ma panique. Je reculais en scrutant la fenêtre. Au bout de quelques secondes, mes yeux s'étaient réhabitués à l'obscurité. Le jardin était désert, la silhouette avait disparu. Tandis que nous attendions l'arrivée de la police, terrés dans la maison, nous avons entendu les moteurs des voitures garées dans la rue. Les invités détalaient à toute vitesse. 20 minutes plus tard, la rue était pleine de gyrophares. Une demi-heure plus tard, les flics m'ont interrogé à mon tour. Ils n'avaient rien trouvé de suspect chez nos voisins, juste 4 ou 5 convives, un peu éméchés, mais qui n'avaient apparemment rien fait de plus répréhensible que de boire un verre entre collègues. Francis N. m'avait à son tour accusé de l'avoir harcelé à cause de la musique qu'il diffuserait, selon moi, trop fort, alors que personne d'autre ne s'était jamais plaint. Après cette nuit-là, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais fermer un œil. Aujourd'hui encore, la silhouette sombre hante régulièrement mes cauchemars, et je me réveille souvent en larmes et trempé de sueur. Cependant, cette mésaventure a mis un terme aux fêtes chez les N, et nous ne les avons plus jamais entendues après ce jour. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'ils avaient quitté la région pour les États-Unis. Nous avons nous aussi déménagé quelque temps après, et j'évite encore de passer par cette rue, quitte à faire un immense détour. Pour l'histoire suivante, vu qu'on est super professionnel, Thomas, tu lis la partie verte. Ah, merci. J'allais attendre qu'il y ait un silence gênant pour prendre la parole. Mais on va faire autrement. Comme toujours depuis le collège. On arrive à la dernière histoire. C'est une forme de conclusion. On va... Mais il y a le floodcast après. Ah. J'ai pas de vanne. Du coup, on va enchaîner sur la dernière histoire et le débrief sera extrêmement rapide. Vas-y. Est-ce que c'est moi qui commence la dernière? Attendez que je reprends ça. Pas du tout. Prêt? C'est parti. Je ne m'en lasse pas. Pour préparer cette édition, on s'est dit, si ça se trouve, il s'est passé des choses étranges à Avignon. Alors, on a fait des recherches, et puis on en a trouvé plein des choses étranges à Avignon.
Mais ce qui était le plus perturbant, c'est que toutes celles qu'on a trouvées étaient liées au pape Jean XXII, qui a vécu ici, dans ce palais. Après la mort du pape Clément V, en 1314, la chrétienté reste plus de 2 ans sans pape. Différents camps se déchirent, la situation politique est instable et les cardinaux finissent par se mettre d'accord sur l'ancien évêque d'Avignon et cardinal de Porto, Jacques Duèze, qui prend alors le nom de Jean XXII. C'est un vieillard chétif de 72 ans, de petite taille, au teint pâle et à la voix fluette. Les cardinaux pensent avoir élu un pape provisoire qui s'éteindra bien vite. D'ailleurs, pour accélérer le processus, il va être la cible de nombreuses tentatives d'empoisonnement, d'ensorcellement, contre lesquelles il va se protéger en accumulant des amulettes magiques et des artefacts de protection. Et parmi ces artefacts, il y en a un auquel Jean XXII tient énormément. C'est son couteau magique. Hérité à son élection de l'inventaire de son prédécesseur Clément V, il ne s'en sépare jamais. Il s'agit d'un élégant petit couteau d'une dizaine de centimètres environ, avec des ornements et des pierres précieuses. Mais ce qui le rend vraiment irremplaçable, c'est la matière du manche, taillée dans une corne de céraste, un serpent géant légendaire à 8 cornes, dont les dernières protègent des ensorcellements, du mauvais œil et de l'empoisonnement. À partir de cet instant, et jusqu'en 1331, l'année où le couteau disparaît, Jean XXII ne sera plus jamais ce qu'il semblait être. Le vieillard chétif de 72 ans, de petite taille, au teint pâle et à la voix fluette, s'avère en réalité d'une santé robuste et vivra jusqu'à l'âge de 90 ans, après 18 ans de pontificat, le plus long de tous les papes d'Avignon. Alors qu'en 1320, il s'indignait lors des massacres de plusieurs milliers de juifs, accusait le roi Philippe V d'irresponsabilité et lançait l'excommunication des pastoraux responsables de ces actes odieux, dans les années qui suivent, Jean XXII trouve tout de même bien pratique cette politique anti-juive mise en place par Charles V le Bel, qui s'applique à expulser les juifs de France pour récupérer leurs biens, et il décide de faire de même avec les juifs d'Avignon. Il jette à bas les synagogues des environs, il impose le port de signes distinctifs humiliants, parmi eux la rouelle, qui est une étoffe de tissu ostensible que les juifs de plus de 14 ans doivent porter sur eux, et il y a également la cornaille, qui est un chapeau à cornes pour les femmes juives de plus de 12 ans. Alors qu'il est lui-même l'auteur présumé de 2 ouvrages, alchimistes, et compte quotidiennement sur la protection d'artefacts magiques, Jean XXII entame une guerre contre les adorateurs du démon. En 1918, il élargit les pouvoirs donnés aux inquisiteurs pour intenter des procès aux sorciers et sorcières, puis en 1318 évidemment, puis en 1326, il rédige une bulle pontificale nommée Super Ilius Specula, qui associe quasiment l'hérésie à de la sorcellerie. Sans évidemment pouvoir réellement établir de cause à effet, on constate que dès l'instant où le couteau est entré en sa possession même, un changement drastique de comportement et une virulence sans précédent chez cet homme de 72 ans envers ce qu'il nomme les adorateurs du démon. Bien. C'était la dernière histoire. C'était la dernière histoire. T'as raté le boom de fin. C'est un vieux pépère, hein. La musique, elle met du temps à charger. Bien, il nous reste 6 minutes. C'est une éternité, 6 minutes. Moi d'abord, avant d'entamer le débrief, je voudrais vraiment qu'on applaudisse Rivenzi, Manon et François, qui ont été extraordinaires. Et oui, et vous aussi. non, pas pour ça. Toi aussi. Non, j'allais pas dire et nous aussi, j'allais dire aussi, on voudrait en profiter pour passer un bonjour à notre camarade qui n'a pas pu être là parmi nous ce soir, Julie. Julie, oui. Julie, donc si tu entends ceci un applaudissements jour, pour on Julie, t'embrasse. Qui sera de retour au prochain épisode, si elle vous manque. On va faire un débrief extrêmement rapide. Alors, on peut dire que première histoire. Pardon ? La première histoire. On fait plutôt... Oui, dans le désordre. Ouais, alors, Jean XXII, pardon. Tout ce qu'on a raconté sur Jean XXII à la fin est vrai. Il avait vraiment un couteau magique qu'il utilisait pour repérer les poisons dans ses boissons et tout ça. Et tout est absolument vrai. On a juste fait
un gros raccourci sur le fait que le couteau était responsable, mais en fait c'était juste lui qui était un vrai sale con, pardon. On est sur, Donc voilà, je crois on que est le sur terme une... historique, parce que Voilà, c'est important c'est ça. d'être rigoureux historiquement, c'est une analyse une bonne rigoureuse. grosse merde. Voilà. Un Et il a bon gros vécu connard. ici même, donc son esprit flotte peut-être Exactement. encore dans cette salle. Donc Jean 22, on Fuck you, t'emmerde. voilà. Maintenant, vous êtes tous maudits, je pense. Je suis désolé, mais il va se passer des trucs. Après, on peut. Les histoires d'Avignon, les faits divers sont bien entendu inventés de A à Z. Enfin, JF pourra témoigner dans mon cas. Hein JF, pour moi, à la sortie. Ah oui, pourra d'accord, oui, venir, tu vas pouvoir parler de JF. Non, moi je parlais des 3 dernières, là, les mauvais voisins. Alors, il y a effectivement des cas de mauvais voisinage à Avignon, mais je ne pense pas qu'il y en ait lié au satanisme. L'histoire des textos, j'ai un petit peu honte, pour de vrai, parce que la conclusion est un petit peu un plagiat, mais c'était du genre, il y a, je pense, bien 10 ans, j'avais lu une creepypasta comme ça sur un site américain, où la conclusion était la même. Je me souvenais absolument pas de l'histoire, mais la conclusion était « Qu'est-ce qui me prouve que c'était bien toi ?» Et j'avais adoré cette fin, et je m'étais dit « Ah, il faut que je retrouve l'histoire pour les nouilles rampantes ». Ça fait au moins 5 ou 6 séances des nouilles rampantes que je la cherche et que je la retrouve pas. Et je me suis dit, je vais réécrire une histoire qui aura la même chute. Donc si la personne sur Reddit qui avait posté gratuitement cette histoire entend ceci un jour, c'est très improbable, c'était en anglais, fais-moi un procès. Qu'ils viennent Voilà. me chercher. Deux books. Alors, l'idée était très très simple. Comme ce bon connard de Jean 22 était particulièrement antisémite, je me suis dit qu'on allait le faire donc tourmenter et mettre à mort par un démon juif. Voilà, je m'appelle Clara Benjamin, j'ai le droit. Donc voilà, le D-Book est donc un vrai mythe issu de la Torah. Et donc en fait, c'est une... Enfin pardon, pas exactement, mais c'est une croyance comme quoi si jamais on ne veille pas un corps, un esprit malin va s'incarner dedans et donc emmener le corps pour faire des dingueries. Et en fait, l'idée c'est que non, les gens volaient les corps parce qu'il y avait des dents en or et des bijoux et des trucs comme ça, bref. Et donc voilà, et donc par contre les dates sont assez rigoureuses, c'est-à-dire que le fameux jour de la dernière lettre, c'est bien le jour de sa mort, etc. etc. Donc voilà, j'ai voulu rendre à qui de droit le droit de mettre fin à cette merde. Voilà. Moi j'ai juste une petite question, ça fait quoi de jouer un pape antisémite? Et un père antisémite. Ouais, ma mère serait fière. Mais non, mais c'est le talent d'acteur, je pense. C'est ça qui fait qu'on y croyait. Mais sinon, pour revenir aux histoires des textos, j'ai vraiment flippé quand Manon, à la fin, elle a fini sa scène et qu'elle a son regard qui s'est levé. Et là, j'ai eu très très peur. Donc, ouais. Non, Mais c'est tu bien te sens dedans, comment, comme toi, il du faut. coup Tu te sens comment? D'avoir joué un prêtre antisémite? Aussi, et puis surtout, parce que tu étais secouriste sur l'histoire. Ah ouais, c'est clair. Bah, en fait, je découvrais le texte en même temps, j'étais en mode oh là, oh là, oh là, oh là là, oh là là. Puis après, il y a eu le changement d'intonation de Manon aussi. Viens là. J'étais en mode oh là, oh là là, oh là là. Très sympa. Mais ouais, en fait, l'histoire effectivement où je joue le secouriste, c'était. Vous m'avez dit on va te faire lire des trucs un peu gore, etc. Pas mal, ouais. La deuxième histoire est fausse. Non, je voulais juste dire que pardon. j'étais très contente d'avoir réussi à faire peur à François. Parce qu'à mes yeux, il n'y a rien de pire que vouloir faire peur et pas réussir à faire peur et que tu fasses juste c'est nul. Donc, je Ça suis marche. ravie que tu te sois fait pipi dessus, écoute. Vous avez peut-être pas vu mon regard, mais je lui ai vraiment fait un. Amène-le-moi. Bref, voilà. Il nous reste 1 minute, donc en une phrase chacun, la deuxième histoire était fausse. Chéri Crime. Je mets aucune émotion dans. Quoi, sur Asphalt, le groupe de Asphalt, musique? c'était- Oh non, sérieux, j'aurais tellement voulu que ce soit vrai. Je pensais vraiment qu'il était dans la salle. Ah ouais, c'est clair, quand t'as dit dans la salle, je suis en mode oh non, mais non. Oh J'aurais non. bien aimé partir avec ça, mais. Oh non, je suis abattu. Et donc la première histoire. Non, c'est faux. Je l'ai complètement écrit. Marie-Cécile n'a pas existé, que je sache. Et voilà, on s'était juste dit que d'avoir le fil conducteur du couteau de Jean 22, c'était assez cool. Donc voilà. Je crois que d'ailleurs, il est pour de vrai, il existe plus ce couteau, on l'a jamais retrouvé. On ne sait pas où il est. En fait, il a été rendu. C'est quelqu'un qui l'avait offert à Clément V. Jean 22 l'a récupéré dans le stock, dans l'inventaire du palais. Et il a été rendu au fils, il me semble, de la personne qui lui avait offert. Et depuis, on ne sait pas où il est. Et il n'y a pas d'argent et de pierres précieuses en vrai dessus. C'est juste un manche
qui est censé être dans la corne de la bestiole que tu as montré tout à l'heure, ce serpent mythologique. Et en fait, il s'avère qu'il y a de grandes chances que ce soit juste une corne en rhinocéros et que Jean 22 était un peu stupide sur les bords. Encore une fois, ça, Jean 22, c'est pour toi. Je voudrais encore que vous applaudissiez très fort bien évidemment Rivenzi, François et Manon. Un grand, on embrasse évidemment Julie, Boulet, Chéri Crime, Clara et moi. Et Thomas. Et moi, je jure. Encore un grand merci, c'était vraiment cool. Juste un dernier truc. Évidemment, la suite c'est en podcast et en live et sur Instagram. On va laisser la place pour qu'on parte il y a 1 minute. Donc merci beaucoup. Et puis bah voilà, la suite est plutôt normalement. Un dernier petit truc, merci à Cranibalette pour la peluche. Oui, bien sûr. Pour la peluche qui est juste devant Thomas, là, qui nous a fait le logo des nouilles en peluche. Il est vraiment trop cool et c'était le doudou pendant tout le séjour. Donc voilà, merci. Et merci à tout le staff aussi, vraiment. Vous avez été des sucres absolus de bout en bout. Merci beaucoup à toute l'équipe. Sur tout l'ensemble du festival.